cette thématique qui revient systématiquement dans tes films? Bah oui, hélas. Forcément. Bah oui, mais il faut accepter un moment voilà, il faut accepter un moment qu'il y a un événement qui vous marque plus qu'un autre, qui vous fonde, et, et l'accepter avec humilité. Et se dire que ça... voilà, c'est comme ça. Mais ça va bien, hein. Mais c'est vrai que c'est comme ça, on ne peut pas s'empêcher de fabriquer les films avec ce qu'on est, de ramener les personnages à ce qu'on connaît. C'est plus facile quand même d'écrire des personnages qu'on comprend de l'intérieur. Et je pense aussi que c'est porteur... là, il y a un film de Kleber Mendoza Filho qui va sortir, qui s'appelle L'Agent Secret. Il va sortir dans 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et je vous recommande vraiment de voir le film, parce qu'on peut se reconnaître dans tous les endroits du personnage. Il est en même temps veuf, il est en même temps orphelin, il est en même temps père, il est en même temps... Et je pense que c'est des expériences qu'on vient rechercher au cinéma. Et moi, j'ai été aidée par des gens qui racontaient leur part inconsolable à avoir perdu leurs parents, alors que ça fait quand même partie de l'ordre des choses, quoi. Mais j'aime bien ce que ça ajoute au personnage. À la fin, on se dit, c'est quoi cette porte? Je ne pensais pas parler de ça ce soir. Mais voilà, vous voyez. Oui. Bonsoir, merci pour le film. Moi, j'ai une question curieuse. Comment se passe le choix des acteurs? Alors, d'abord, il y a d'abord l'héroïne. En fait, là, ça dépend vraiment chaque film est différent, hein. Pour celui-ci, j'avais vraiment très envie de travailler avec Jodie Foster. Donc, elle était le socle du film. Et après, c'est compliqué quand vous avez Jodie Foster, il faut trouver qui vous mettez en face comme ex-mari. Faut assurer. Il faut avoir un acteur qui soit complètement solide, confiant, aussi star d'un point de vue de l'industrie, parce que ça compte aussi dans la façon dont les acteurs vont se rencontrer. Ou alors parfaitement inconnu, venant du théâtre, portant un imaginaire complètement vierge pour les spectateurs de cinéma, etc. Donc c'est 2 types d'options. Une fois que vous avez ça, vous construisez la famille. Quel fils pour apporter? Donc Vincent Lacoste, il est arrivé très vite, parce que je me suis dit, oh là là, Liliane Steiner, elle est raide quand même. Elle est dure. Elle est psychorigide, elle est austère, elle est solide, elle est nerveuse. À quel moment on peut avoir le droit de rire? Où sera le plaisir? Et je voulais qu'elle ait un fils de comédie. Je voulais qu'elle ait un fils dans lequel, même si on y croit, et que c'est au premier degré, qu'il apporte quelque chose de plus léger, qu'il apporte une politesse de leur famille dans laquelle on se sente un peu quand même. Donc Vincent Lacoste, Daniel Auteuil, Jodie Foster, bon bah génial, voilà une famille très solide. Et en face, comment trouver cette femme qui s'est suicidée ou assassinée? Pour qu'on se dise pas c'est une dépressive qui s'est suicidée, puis là si vous prenez une actrice qui a l'air d'être triste, on se dit bah elle s'est flinguée, il n'y a pas de sujet. Mais si on prend Virginie Efira, qui a un soleil, qui a une sensualité totale, qui est une femme qui ne peut pas se tuer, c'est impossible, je veux dire, elle a une vie qui a l'air d'être géniale, elle est belle, elle a des jambes de Catherine Deneuve, enfin voilà, il faut être folle pour se supprimer. Là, on se dit qu'il y a un mystère. Donc, Virginie Efira, allez chercher l'actrice la plus solaire pour jouer la dépressive. Et puis, Mathieu Amalric, ça c'était, mon distributeur m'a dit, bon, Mathieu Amalric, le problème c'est qu'on sait qu'il a fait le coup, il a vraiment l'air d'être un coupable. Donc voilà, mais parce que là, d'un coup, c'est des acteurs aussi avec qui j'ai envie de tourner, et puis on s'autorise tout. Et arrive un moment où ça s'entraîne et où ça devient... Mais bon, dans mon cas, c'est très facile, c'est des très grands acteurs. C'est pas un casting... Donc il y a d'autres types de casting. Là, je suis en train de tourner une série avec que des inconnus, où il faut chercher les personnages différemment, créer des énergies... Enfin, et ensuite créer encore plus dur, créer l'échafaudage, quoi. Le fait que ça fonctionne ensemble. Et je sais pas s'il y a des acteurs dans la salle, mais parfois, c'est vrai, il y a des acteurs qui sont géniaux, mais qu'on ne peut pas prendre, parce qu'ils vont prendre la lumière sur tel autre personnage, déséquilibrer quelque chose parce qu'on va regarder qu'eux, et c'est injuste, mais c'est comme ça. Ça se construit en fait dans l'équilibre en fait du texte, des familles qu'on construit, des amitiés qu'on construit dans les films, tout ça. Je suis intarissable là-dessus, hein, parce que je les adore. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Sophie Guillemin, bon, c'était leur ressemblance, leur rivalité, leur côté, leur agone, quoi. La rivalité féminine, la rivalité professionnelle entre elles, donc il fallait qu'elles se ressemblent, quelque part. Luana Bajrami, j'adore son regard à la Peter Lorre dans M. le Maudit.
Noam Morgenstern, qui joue ce patient qui fume des cigarettes, là, ce coupable génial. C'est un grand acteur de la comédie française et je trouvais il a une alopécie assez particulière. Il a tatoué quelque chose un peu sur son visage. Je trouve non seulement que c'est un immense acteur, mais qu'il a quelque chose d'étrange, comme voilà. Je peux imaginer que ce soit quelqu'un d'assez psychotique. C'est un compliment dans ma bouche. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se décide entre l'instinct et beaucoup de réflexion. Alors c'est aussi une comédie, et dans une comédie il faut du rythme, il faut que ça soit bien ciselé, monté, etc. Comment tu as travaillé ça? Est-ce que tu as supprimé beaucoup de scènes? Est-ce que tu as... Non, on n'a pas trop supprimé, c'est Géraldine Mangenot qui monte mes films, et vraiment, à nouveau, c'est pas de la fausse modestie, mais j'arrive, maintenant qu'on se fait très confiance, quand le tournage est terminé, je lui laisse 2 semaines, et j'arrive dans la salle, et elle a monté le film, quasiment. Après, on s'y remet. Donc après, je lui dis, je vais tout défaire pour revenir à ton idée. Je lui dis, je sais que j'ai besoin de faire ce trajet. Je défais tout pendant un mois, puis après, on revient à son idée. Donc là, par exemple, le générique, qui pour moi est vraiment bien, c'est elle qui a... Je lui donne une playlist. J'ai tourné la scène, donc elle sait que ça commence comme ça, mais je lui donne une playlist, c'est elle qui trouve Psycho Killer, c'est elle qui installe ce type-là de nervosité dès le début, qui trouve la couleur un peu musicale du film aussi parfois. Enfin, elle fait des choix déjà très déterminants. Et puis, je fais quand même, ce film-là, il coûte pas si cher que ça. C'est un film avec de très grands acteurs, mais il reste ce qu'on appelle un film du milieu. C'est-à-dire, j'ai pas des mois et des mois de tournage, j'ai pas des mois et des mois de montage. Donc, je dois quand même savoir ce que je vais tourner et ce qu'on va monter. J'ai pas une marge de manœuvre énorme d'improvisation. Et c'est pas mon mode de fonctionnement non plus. Donc, j'écris ce qu'on tourne et ensuite on monte ce qui a été écrit dans l'équilibre du film. Il n'y a pas eu de grande surprise de montage, à part le fait qu'elle l'a rendu bien, alors que ça n'était pas au tournage. Tu évoquais la musique, Psycho Killer, ça coûte très cher, non? Bah, pas tant, enfin, ça coûte un peu, mais c'est pas, c'est abordable puisqu'on l'a eu. Mais ça coûte pas, mais oui, tout coûte de l'argent, mais c'est pas... Là, c'est d'ailleurs, je l'ai fait rejouer 2 fois, puisqu'à un moment, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à le payer, autant l'avoir. Donc, quand elle reprend sa voiture, j'ai dit, allez hop, Psycho Killer, et ça marche. Mais on peut se permettre quand même d'avoir un morceau dans un film, oui. C'est le morceau le plus cher du film, et il y en a un. La dernière fois, François Ozon, il a dû négocier avec... avec qui? C'était The Cure, donc... Ah, mais c'est cher, The Cure. Non, mais c'est vrai, il y en a qui sont chers, je sais pas pourquoi, et puis d'autres qui sont géniaux. Là, par exemple, moi, j'adore Mina, la chanteuse italienne. Donc, il y a une chanson, j'y tenais, c'était Journey de Mina, parce que j'aimais bien le côté disco de ce truc italien. On arrivait à la pizzeria, j'avais envie de kiffer, d'arriver à une pizzeria avec un morceau italien hyper cher. Je dis, bah ouais, mais moi, je lâche pas. Donc là, j'ai mis... Et en fait, si on parle de musique, il faut parler de Robin Couder, le compositeur. Parce que là, on a un peu sué, parce qu'il fallait vraiment trouver une musique qui nous autorise à rire. La difficulté de ce film, c'est on commence, on est quand même un peu solide dans ce cabinet, et on ne sait pas très bien sur quel pied danser, parce que Jodie Foster, elle n'est pas connue pour être la reine de la comédie, moi non plus. Donc il faut, dans les 10 premières minutes du film, qu'on se dise, on a le droit quand même, il faut s'autoriser à être un peu léger. Et pour ça, il fallait une musique qui lie. Et puis, il y a beaucoup de genres dans le film. Il y a autant de la comédie de remariage, un peu de thriller, même s'il est léger, un peu de drame psychologique, un peu de drame familial, il y a un peu de film de psychanalyste, enfin, voilà, une espèce d'étude autour de ça. Et pour que ça marche, il fallait que la musique nous emporte un peu, quoi. Et là, j'ai beaucoup pensé à Stanley Donen et à ce film que j'adore qui s'appelle Charade. Donc, Cary Grant, Audrey Hepburn, à Paris, la carte postale, un couple de stars américaines. On y croit sans y croire. Vous vous souvenez de ce film? Ils sont à la recherche de cadavres, d'un timbre. Il y a de l'argent. Et c'est une espèce comment dire, de Jessica, de série trépidante sur des détectives amateurs, quoi. Et j'aimais bien ça. Et ça, la musique de Henry Mancini, qui est celui qui a fait La Panthère Rose, elle était très entraînante. Et ça crée, en fait, ça nous a donné le là pour ce film-là. Tu parlais de charade, est-ce que tu as d'autres références comme ça qui t'ont... J'en ai plein parce qu'on est tout le temps traversé par plein de films. Mais d'abord, je ne les dis jamais parce que je me dis, là, ça fait vachement prétentieux. Genre Citizen Kane, tous les Hitchcock. Enfin, sur ce film-là précisément. Sur ce film-là, j'ai beaucoup pensé à la trilogie de Woody Allen des années 80. Meurtre mystérieux à Manhattan, qui est vraiment un film sur un couple qui investigue sur un meurtre
d'une voisine. Bon, le scénario est hallucinant parce qu'il est incompréhensible en fait quand vous le mettez à plat. Donc elle s'est fait passer pour sa sœur, pour toucher l'assurance, mais finalement, bah, franchement, revoyez-le, c'est génial. Et en même temps, on comprend tout parce qu'en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est l'histoire d'un couple qui se demande s'ils vont continuer d'être un couple après le départ de leur fils à l'université. Alors qu'elle, elle se fait un peu draguer, lui, il est un peu lâche, elle ne sait pas trop si elle l'aime encore. Puis à la fin, elle lui dit oh là là, t'es tellement courageux. Et il lui dit mais t'es tellement formidable. Et puis voilà, ils sont repartis pour 15 ans. Donc c'est ça l'histoire, la métaphore du film, c'est ça. Et Another Woman, le deuxième film de Woody Allen, deux ans après, qui est un film avec Gina Rolands en pleine crise de la cinquantaine. Donc elle est chercher Gina Rolands, l'actrice la plus utérine d'Hollywood, pour jouer une spinoziste philosophe. Vous savez, c'est le film dans lequel elle entend le psychanalyste à travers la grille d'aération de son bureau. Donc elle entend Mia Farrow parler, Mia Farrow qui est assez agréable dans ce film pour une fois, à mon goût. On est d'accord? Voilà. Bon, mais là elle est super et dans Rosemary's Baby aussi, qui est géniale, mais là c'est vraiment, elle est vraiment bien. Et ça c'est un film qui me plaisait aussi beaucoup pour l'histoire d'une femme en crise, mais elle n'est pas alcoolique, elle n'est pas désaxée, elle n'est pas folle totale, elle est juste très solide et c'est là où ça brille. Et le troisième film de la même période, c'est Alice, où on voit Mia Farrow, toujours presque tolérable, qui va voir un hypnotiseur, qui est cette femme bourgeoise à serre-tête de l'Upper East Side, et qui va voir un hypnotiseur chinois dans le Lower East Side, et elle retourne un peu dans ses vies passées. Elle retrouve le fantôme, c'est un peu bergmanien, elle retrouve les fantômes de ses ex, etc. Donc je mentirais si je disais que je ne les avais pas beaucoup revus avant. Et voilà. Et puis après, le plaisir de faire des scènes d'hypnose, de rêve, ça vient un peu de tous les films hitchcockiens sur la psychanalyse, les films un peu années 40, premier degré, comme Spellbound ou Pas de printemps pour Barney. Ça, c'est des films hyper agréables parce qu'il y a des collaborations avec des artistes. Dans Spellbound, donc La maison du docteur Edwards, il y a toute une scène où il fait appel à Dali pour fabriquer des plans de plasticiens. Ça, c'est génial. Et moi, je me suis amusée comme ça. J'ai mis des miroirs au sol, j'ai fait descendre des escaliers, déconstruit des décors un peu spéciaux, mais que j'ai adoré faire. C'est un petit pari pour un cinéaste. Est-ce que ça, tu le dis à tes acteurs ou tu le gardes pour toi, ces références? Je leur montre, ouais, je partage. Je leur montre les films, je leur raconte. Je suis aussi bavarde que là, donc on se parle, je leur explique, je les prends pour des alliés. Je pense que les acteurs, ils savent très bien. C'est encore mieux s'ils ont du matos. Voilà. Ouais, je leur partage les films, ils connaissent. Ils les connaissent en général, ces films, surtout. C'est pas non plus... Je me demandais si tu serais là. Pardon. Excusez-moi. Ne vous étonnerez pas que Pardon. film remarquable. Un lien familial. Profond, un lien familial nous unit. Et en dehors de ça, je me sens obligée de te poser certaines questions, si tu permets. D'abord, sous cette forme de comédie, sur un ton très léger, je trouve que tu traites de thèmes extrêmement profonds, par exemple... Attention, c'est un membre de ma famille, attention, attention. Par exemple, les limites entre le professionnel et le privé. Pourquoi d'ailleurs le titre « Vie privée », c'est peut-être cette part d'intime qu'on est tous à la recherche et qu'on ignore. Donc il y a déjà ça. Et elle-même, cette psychanalyse qui part dans une espèce de délire, avec quand même dans sa profession une part de culpabilité ou de responsabilité, on arrive à se psychanalyser elle-même à travers cette enquête et à travers cette recherche. N'est-ce pas cette part intime d'elle-même qu'elle recherche, et c'est pourquoi vie privée. Voilà, c'est ça qui m'a un peu préoccupée, parce que les thèmes sont quand même très importants sous cette forme de comédie, et je crois qu'il s'inscrit bien dans ton œuvre. C'est un peu parce qu'il y a dans ton œuvre un fil rouge, et quel est ce fil rouge? Alors ça, je ne peux pas te dire. Non. Ça t'a plu?
Ça, je ne peux pas te dire. Mais sur l'intime et le public, par exemple, le fait que dans son bureau, oui, il y ait cette bibliothèque, qu'elle ouvre et qu'elle referme, que j'ai fait construire. Oui, c'est ça. Ça, c'est une bibliothèque qui, pour moi, alors je me suis trompée dans le film, ça je regrette, ça aurait dû donner sur sa chambre à coucher. Ça aurait pas dû donner sur son salon, ça aurait dû donner sur sa chambre. Je sais pas pourquoi j'ai fait la connerie de dire le salon et pas la chambre. Ça prenait 2 secondes, en plus on a une seule scène dans la chambre, ça aurait dû être comme ça. Et cette bibliothèque que j'ai fait construire, elle me faisait penser à un film que moi j'adore de Truffaut qui s'appelle La peau douce, dans lequel, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un appartement bourgeois, qui était d'ailleurs je crois l'appartement de Truffaut lui-même, et il y a le salon et la chambre à coucher, et ils ouvrent en fait il y a un dispositif astucieux qui sépare les deux, avec un tableau qui se referme comme un rideau. Donc il y a une manivelle avec ce truc, et donc quand ils referment, ça veut dire qu'ils vont faire l'amour, et quand ils rouvrent, ça veut dire qu'ils vont recevoir du monde. Manière de dire que c'est un couple très bourgeois, un couple qui donne sa chambre à coucher sur son salon. Et moi j'aimais l'idée qu'elle ait cette bibliothèque, donc cette espèce de rempart culturel, dans lequel on peut lire, on s'est bien amusé avec ma chef d'éco à remplir les livres. Ceux qui sont fétichistes comme moi, vous pouvez faire des arrêts sur image, vous allez tomber sur des livres marrants. Que en rapport avec la sexualité. Et donc, elle ouvre et elle referme, c'est une manière de dire, voilà, son espace intime, il est à un cheveu de son espace public. Et c'est cette zone-là qui est mise à mal dans le film. Oui, dans cette veine, il y a aussi les tiroirs avec les... Tout ce qui s'ouvre et se referme. Voilà, tout ça, c'est un lien, je crois. Oui. Mais j'aimais ça. Ces tiroirs, d'ailleurs, ils sont symboliquement sur l'affiche. Oui. Non? Bah oui, on est un peu obsessionnel quand on aime. Moi, on est tous un peu fétichistes quand on est. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'adorais ses pieds. Elle me disait, Jodie Foster, mais comment tu fais mes pieds comme ça? Je dis, j'aime bien. Et je me suis dit, on est vraiment dans un. Donc, je pense qu'il y a, des lectures comme ça. Il y a des mains sur le bureau. Beaucoup de mains placées sur le bureau. J'ai placé des objets. Mais tout ça, c'est presque du jeu, quoi, après. Mais ça, je peux pas te dire quel est le fil rouge, parce que c'est vraiment... On peut pas faire le film et savoir ce que c'est signifié dans nos vies. Oui, mais le fil rouge, c'est un peu tous ces thèmes que l'on retrouve. C'est là traité sous une forme légère, mais enfin, il donne beaucoup à réfléchir, par des petits détails, par des petits films. J'en suis ravie. Thierry Frémaux, le délégué général de Cannes, quand il a présenté en conférence de presse, il a parlé d'une comédie loufoque. Est-ce que ce terme te convient? Il a parlé de screwball comédie. Il a dit screwball, c'est-à-dire c'est ce genre, ce sous-genre des années, 40, qui est un genre que moi j'apprécie beaucoup, The Philadelphia Story. Comment ça s'appelle? Pardon? Oui, parce que j'ai très chaud. Ouais. Non mais j'ai chaud parce que je suis émue aussi ce soir. Attendez, j'arrête pas de dire des trucs. Et New York Miami. Ouais. Voilà, de la screwball comédie, c'est un couple. Souvent, en fait, il y a une inversion sur la domination homme-femme. C'est des films qui contournent le codex de manière super habile, qui sont des films très libres, plutôt féministes en général, mais avec beaucoup de légèreté et un petit côté champagne. Voilà, comédie de remariage champagne. Pourquoi pas? Ça me plaît. En tous les cas, ce qui se passe entre Daniel Auteuil et Jodie Foster, ouais, c'est de la screwball comédie. On se remet ensemble, mais pas vraiment. Qu'est-ce qu'on va devenir? On prend la main sous la table, on recouche ensemble, mais finalement on n'est pas vraiment ensemble. Ça, j'aime bien. C'est mon côté française. Vous savez, aux États-Unis, ils sont là, genre c'est vachement frais, c'est intéressant, mais ils terminent ensemble ou pas? Je dis, mais attendez. Ah oui, justement, tu l'as présenté aux États-Unis, je crois, le film, et il est très très bien reçu. Peut-être pas différemment qu'en France d'ailleurs. Les Américains l'aiment bien, oui, parce que je pense qu'ils sont très heureux de voir Jodie Foster. C'est un peu comme si on voyait Catherine Deneuve qui parlait chinois couramment, on se dirait, waouh, c'est un truc fou. Et puis il y a une petite carte postale parisienne, et ils adorent aussi Daniel Auteuil, ils adorent aussi Mathieu Amatry, donc ça a un peu tout pour les séduire. Ça a bien marché. Une dernière question peut-être? Vous avez peut-être faim? Oui. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le film parce que j'aime beaucoup votre travail et vous avez cité Albéré que j'aime beaucoup comme aussi romancière et Jodie Foster. Alors j'ai une question qui n'est pas tout à fait sur le film, mais
comme vous avez dit que vous aviez arrêté votre psychanalyse, est-ce que le cinéma, qui est un travail sur l'image, comme dans les rêves, et sur les mots et sur le langage, n'est pas pour vous aussi une façon de continuer ce travail? C'est une façon coûteuse. Bon.